dossier Vali, le meurtre de ce jeune entrepreneur congolais assassiné il y a quelque temps. Où est-ce qu'on en est avec le dossier? Pour en parler, nous recevons pour vous Monsieur Amissi Joël, bienvenue. Merci. Voilà, vous êtes le jeune frère de Monsieur Vali Amissi. Oui, je suis son jeune frère. Voilà, et de l'autre côté, à vos côtés, il y a M. Grady Ousseni. Lui, il est votre avocat qui vous accompagne. Bienvenue, M. Grady. Merci, M. Jean-David Kilo. Voilà, merci beaucoup. M. Amissi Joël, vous portez bien? Bah, si je disais que je vais bien, je serais en train de mentir. Hein. Ça ne va pas, mais par la grâce de Dieu, ça ira. Ça ira. Est-ce que vous avez déjà enterré ou est-ce que vous en êtes d'abord avec les corps? Premièrement, on devait enterrer le 2, mais on s'était décidé de tout annuler. Le 2 mai. Le 2 mai, oui. Et d'attendre un tout petit peu pour voir comment les enquêtes évoluaient. Mais il n'y a toujours pas de suite jusqu'à là. Mais comment ça? Est-ce que vous êtes entré en contact avec le gouvernement congolais? Oui, on a été reçu par le ministre de la Justice. Il y a Dieu Mungefa. Oui. Il y a presque 3 semaines, qui nous avait assuré que le monsieur était appréhendé. Donc, les suspects, les suspects, il s'appelle monsieur Béni Mukena Mwepo. Qu'il avait été arrêté en Afrique du Sud, que l'État congolais et la justice congolaise travaillaient pour son extradition. Et là, c'était il y a 3 semaines. Mais après, on a eu à entendre des propos contradictoires par rapport à ce que le ministre nous avait dit. Et là, la famille ça fait presque 1 semaine, est en train d'essayer de réentrer en contact avec le ministère de la Justice pour savoir où on en est réellement. Et il y a silence total. Personne ne nous répond et on ne sait plus quoi faire. Alors, vous ne savez plus quoi faire. Maître, vous êtes là, Maître Grady Ousseni. Il y a la procédure pour l'extradition, c'est ça? C'est lorsqu'il y a un présumé suspect, un suspect certainement. Est-ce que ce n'est pas dans les délais aujourd'hui? Monsieur Jean-David, je vais d'abord revenir par rapport à la question que vous avez posée au frère de Vali Amissi, pardon. La famille voulait en tout cas écouter le deuil en enterrant le leur, mais c'était à la demande justement des autorités de la République que la famille a reçu favorablement en fait cette demande, qu'aujourd'hui la famille n'a pas pu enterrer les leurs. Alors s'agissant de la question de l'extradition, alors on parle au conditionnel parce que on est face à un vide. Le vide orchestré, je peux dire, par certaines personnes qui ont peut-être à voir avec cette affaire, parce que jusqu'aujourd'hui, nous ne savons pas. La famille, en tout cas, est inquiète du fait qu'on ne sait même pas là où les dossiers se trouvent actuellement en termes d'enquête. Mais vous êtes leur avocat. Exactement. Oui. Je n'ai fait que relayer l'inquiétude de la famille, parce que la famille voudrait voir clair, un peu plus clair dans cette histoire. Les autorités nous avaient rassuré à la famille que on aurait appréhendé, je parle bien d'honorer appréhender les fugitifs qui se seraient évadés en Afrique du Sud. Et après, maintenant, il y a une procédure quant à cette procédure-là. On sait quand, par exemple, une personne est poursuivie et que la personne se retrouve hors du territoire congolais, il y a l'Interpol qui entre en danse. Alors l'Interpol aussi, à son niveau, n'arrive pas, n'est-ce pas, faire son travail comme il se doit. Alors la famille est face à une situation d'inquiétude et ne sait à quel sens se vouer, parce que la justice devait rassurer la famille. La justice ne rassure pas tellement la famille et il y a même des contradictions par rapport à certains rapports qui proviendraient, que ce soit de la justice, que ce soit de services de l'Interpol, qui aujourd'hui met un peu la famille dans une situation de confusion. Et la famille, par cette démarche, la famille voudrait voir clair dans cette histoire. On en est où avec les enquêtes? Est-ce que la personne a été réellement appréhendée pour que... Donc, il y a encore des incertitudes. Exactement. Parce que
Oui, allez-y. Oui. Parce que s'il n'y avait pas des incertitudes autour de cette affaire, la famille n'allait pas avoir adopté cette démarche ici, de venir relayer à l'opinion la situation qui se passe, qui l'inquiète. Voilà pourquoi la famille aujourd'hui, en essayant de faire confiance à la justice, a trouvé que cette affaire commence un peu à s'endormir et la famille ne veut plus que cette affaire soit en tout cas conduite de cette manière. De cette manière. Monsieur Amissi Joël. Oui, Oui, allez-y. oui, il y a eu beaucoup de rapports contradictoires et tout, parce que de l'autre côté, on a le ministère de la Justice qui nous dit, qui nous regarde droit dans les yeux, que le monsieur a été arrêté, et de l'autre côté, on a Interpol qui doute de son arrestation. Maintenant, on veut savoir, on en est où? Et déjà, même avant d'arriver à cette arrestation-là, il y a un problème qui se pose dès le départ. Parce que mon frère a été assassiné dans la nuit, en mercredi, dans la nuit du 8 au 9. Du 8 au 9, effectivement. Oui. Selon les informations qu'on a, le parquet avait déjà émis un mandat d'arrêt contre Béni dans la journée du vendredi. Comment il a fait pour sortir du territoire congolais? Et pourquoi il est sorti à ces moments-là? C'est pour cela que nous, maintenant, à ces stades, on a des doutes. On a l'impression qu'il y a des gens qui lui filent des informations. La première question serait comment il a traversé, qui l'a fait traverser, s'il y avait déjà un mandat d'arrêt dehors contre lui. C'est pour cela, nous, à ces stades, on n'arrive plus à faire confiance à ces gens-là, qui nous disent où on en est réellement avec les enquêtes. C'est pour cela qu'on vient vers le peuple congolais, vers le public congolais, pour leur dire ce qui se passe réellement. Comme ça, tout le monde saura où on en est réellement. Voilà, au niveau de l'Afrique du Sud, vous êtes la famille, vous êtes l'avocat. Au niveau de l'Afrique du Sud, vous aviez mené des investigations que les messieurs auraient été arrêtés. Bon, nous avons quand même des sources qui nous rapportent par rapport à cette situation. Nos sources, parce que nous devons travailler aussi parallèlement aux sources officielles de l'État. Les informations à notre possession disent le contraire de ce que semble être relayé à l'opinion par rapport à la situation des fugitifs. Parce que l'Interpol communique par notice rouge. Alors, est-ce que l'Interpol, aujourd'hui, est en mesure d'affirmer ou de confirmer que la personne a été réellement arrêtée? C'est ça la question que la famille se pose. Et si la personne a été réellement arrêtée, qu'en est-il de l'extradition? Parce que aujourd'hui, la famille est face à un vide. Et ce vide-là ne lui met pas dans une situation qui avoisinerait la confortabilité. Il faut quand même que, aujourd'hui, que nous soyons éclairés sur la situation de M. Béni Moukena. Si M. Béni Moukena a été arrêté, M. Béni Moukena devra répondre à la justice congolaise par rapport à l'assassinat qu'il a commis. Est-ce que M. Béni Moukena bénéficierait de certaines complicités? À ce stade, et avec la légèreté dont l'affaire est en train d'être gérée, j'ai l'impression, j'aurais tendance à dire oui. Déjà, comment il a traversé, ça veut dire qu'il y a déjà eu complicité à ces stades-là. Et vous ne savez pas où est-ce qu'il est présentement aujourd'hui? Non, nous on ne sait pas. Nous on nous a dit qu'il est en Afrique du Sud, d'autres services disent non. Et après nos contacts qu'on a en Afrique du Sud, ces contacts-là ont essayé d'utiliser des contacts qu'ils ont au sein de la police sud-africaine. Ils disent qu'il n'a jamais été arrêté. C'est pour cela nous on veut qu'on nous dise comment vous nous avez dit que le monsieur a été arrêté alors que les Sud-Africains disent qu'il n'a pas été arrêté. C'est tout ce que nous on veut. Alors c'était quoi la relation entre M. Béni ainsi que M. Vali? Oui, j'aimerais aussi clarifier sur ces sujets-là et tout. Beaucoup de gens disent qu'il serait meilleur ami à mon frère. C'est faux. Meilleur ami d'enfance à mon frère, c'est faux. Parce qu'ils ont carrément un écart de 10 ans. 10 ans. Des 10 ans. Et ils ont même sorti des photos de Vali avec ses vrais amis en Afrique du Sud quand il était encore à l'université pour essayer de dire que c'est Béni. Non, c'est faux. Les deux se seraient connus au mois de novembre. Mois de novembre 2025. Oui, de l'année passée. Avant ça, non, ils ne se connaissaient pas. Et ils ont été introduits par... Oui, de l'année passée. Avant ça, non, ils ne se connaissaient pas. Et ils ont été introduits par un ami en commun qui d'ailleurs gère le logistique de la compagnie Parilis qui appartient à Vali et tout. C'est cet ami-là qui a introduit Béni à Vali. Mais avant ça, les deux ne se connaissaient pas. Donc, au mois de novembre, ça coïncide avec la conclusion du contrat. De ce grand contrat. Le mois de novembre.
Bon, je ne sais pas quand est-ce que le contrat a été signé, donc ça, je ne pourrais pas trop dire. Et maintenant, au mois de novembre, c'est à ce moment-là que M. Vali était en contact avec M. Béni. C'est à ce moment-là qu'ils ont été présentés. Lui, il était qui par rapport à Béni? Qui, Vali? Oui, plutôt M. Béni était qui par rapport à Vali? Exactement. À ce sujet-là, je pense que la personne à qui on devrait poser cette question-là, c'est la personne qui les a introduits, qui les a présentés. Il existe toute cette personne-là. La question, d'ailleurs, qu'on devrait poser aussi à cette personne-là serait quelle relation avait-il ou a-t-il avec Béni, les tueurs? Pourquoi tu as introduit un tueur, un autre frère? Et alors, le fait là pour M. Vali de se déplacer, aller dans la chambre de M. Béni, c'est qu'il y avait quand même une certaine confiance. Oui, on peut dire oui. Il y avait une certaine confiance parce que quand on parle de novembre jusqu'au mois d'avril, peut-être qu'ils étaient sur un business. C'est pour cela, nous, on veut qu'ils puissent être arrêtés, qu'ils reviennent pour qu'ils nous expliquent quel business ils avaient dans cet appartement-là pour qu'ils partent là-bas à cette heure-là. Alors, maître, vous êtes là, vous êtes leur avocat, et maintenant, les enquêtes actuellement, le ministre des Justices, jusque-là, ça continue beaucoup plus à patiner. Et quel autre mécanisme vous êtes en train d'entrevoir par rapport à ça? En tout cas, moi, je réserve la primaire de cette situation à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Je sais que le Président nous entend. Le Président, nous lui demandons, en tout cas, son implication personnelle dans cette affaire pour que la famille retrouve une certaine quiétude par rapport à cette affaire. Au ministre de la Justice également, nous lui demandons... Mais il y a un temps d'abord au niveau de l'extradition. Oui. C'est une procédure. Exactement. C'est une procédure judiciaire, aussi une procédure aussi politique. Exactement. Et est-ce que vous ne tenez pas compte aussi de cette réalité-là? Oui. L'entité qui devait entrer en danse lorsqu'il s'agit de l'extradition, ça devait être le ministère de la Justice en collaboration certainement avec le ministère des Affaires étrangères par rapport à tous les volets diplomatiques et ainsi de suite. Et après, lorsque la coopération judiciaire va se cristalliser, à ce moment-là, on va, n'est-ce pas, étudier les volets convoi, rapatriement et ainsi de suite pour que la personne soit, n'est-ce pas, mise à la disposition de services du casier judiciaire et qu'un procès soit organisé contre lui pour qu'il réponde de ses actes. Alors, maintenant que vous voyez que c'est un processus, alors c'est pourquoi nous appelons à ce que le ministre de la Justice puisse entrer véritablement en danse. Si la personne, parce que il y aurait fait état d'une possible arrestation en Afrique du Sud, que le ministre de la Justice nous clarifie par rapport à cette situation. Et si jamais cette personne a été réellement arrêtée, que la coopération judiciaire entre en danse pour nous permettre justement d'avoir un procès par rapport à cette situation que M. Béni a posée à la famille. Donc c'est ce que nous demandons. J'étais en train de dire tantôt que j'appelle à l'implication personnelle du chef de l'État pour permettre à la famille de retrouver une certaine quiétude dans cette affaire. Parce qu'il y a trop de zones d'ombre qui entourent cette affaire. Nous pensons que l'implication du chef de l'État, les instructions données au gouvernement parviendront plutôt à nous permettre, n'est-ce pas, d'avoir une clarification dans cette affaire. Alors, on a suivi, M. Amissi, l'extradition. Est-ce qu'on ne vous a pas demandé l'argent pour l'extradition du présumé assassin de votre frère? Sur ces, d'ailleurs, j'ai aussi suivi la vidéo, il y a quelqu'un sur TikTok qui l'évoquait. Non, sincèrement, ça c'est faux. On ne nous a jamais demandé de l'argent, même pas un franc. Non, ça c'est faux. De la part du gouvernement? Non, jamais. On vous dit que non, si vous voulez qu'il soit extradé, il faut autant, il faut donner l'argent à l'Interpol, l'argent pour l'extradition? Non, jamais. On nous a Donc jamais c'était juste des rumeurs? Non, c'était des rumeurs. Et jusque-là, il y a quand même une bonne coopération entre la famille et le parquet ici? Bon, je dirais que de leur part aussi, il y a beaucoup de zones d'ombre. Par exemple, le véhicule qui aurait été utilisé par le meurtrier et tout,
La plaque d'immatriculation est très bien identifiée, mais ces véhicules-là n'ont jamais été saisis, les propriétaires n'ont jamais été entendus. Pour nous, on s'est dit, mais on est où là? Tu vois, on ne comprend pas. Ces véhicules-là n'ont jamais été saisis, les propriétaires jamais entendus. Et même à l'hôtel où les appartements Renaissance et tout, là où le meurtre s'est passé, parce qu'on voit après le meurtrier avec un corps dans l'ascenseur. Cet ascenseur-là fonctionne aujourd'hui. Ça fonctionne. Oui, ça n'a jamais été scellé. Il n'y a que la chambre ou l'appartement qui a été scellé. Et on ne comprend pas. Dans une situation normale, on aurait aimé que tout puisse être scellé. Et d'ailleurs, les agents de sécurité qui travaillent cette nuit-là, où sont-ils? Et est-ce que lui-même, monsieur Valli, il n'avait pas de problème particulier avec monsieur Béni? S'il avait des problèmes particuliers avec M. Béni, je ne pense pas qu'il aurait marché dans cette chambre d'hôtel-là ou dans cet appartement-là. Parce qu'on l'a vu marcher, à moins que Béni tenait déjà un flingue quelque part pour les menacer pour y entrer. Mais non, s'il avait vraiment un problème, il ne serait pas allé. Alors maintenant, aujourd'hui, vous êtes là, la famille, qu'est-ce que maintenant vous demandez aujourd'hui? Bon, moi j'ai un message au chef de l'État. Oui. Mon frère, il est en Afrique du Sud depuis 2010. Il revient au Congo quand en son excellence, M. Félix Tshisekedi Tshilombo devient président, parce qu'il croit à son message. Il croit au message selon lequel les jeunes doivent rentrer, retourner au pays, travailler, que les jeunes de la diaspora ont leur place ici. Mais aujourd'hui, avec ce qui s'est passé, moi aussi je suis de la diaspora. Vous pensez vraiment que j'abandonnerai les États-Unis pour venir ici, essayer d'entreprendre ici avec tous ces risques qu'il y a? Non, aujourd'hui, il y a cassure de confiance et tout. Comment on va fixer ça si, son Excellence le Président, nous aide ou pousse la justice à vraiment nous rendre justice et tout? Peut-être que ça va rendre une certaine confiance envers la diaspora et tout. Et puis, j'aurai aussi un dernier message pour M. Moukena. On sait que vous bénéficiez sûrement des gens qui vous protègent et tout. Ça va, c'est pas grave, c'est bon. Mais on n'est pas de cette famille-là qui lâchera. On est là, on va continuer et